Vous êtes très nombreux à nous suivre d'ici et d'ailleurs, fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Voici l'unique et principal titre de votre journal. Célébration de la journée internationale, de la jeunesse jumelée avec la semaine nationale consacrée à la jeunesse. Vous le verrez dès l'entente de cette édition. Bonsoir. Nous vous le disions tout à l'heure dans le sommaire, mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez du côté de la Côte d'Ivoire, soyez les bienvenus. Tout de suite, place à l'actualité du jour. Commémoration de la journée internationale de la jeunesse, couplée cette année au lancement officiel de la semaine nationale consacrée à la jeunesse malienne. Cette année, le thème retenu est jeunesse, paix et sécurité, prévenir la désinformation, lutter contre la radicalisation et promouvoir la paix. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue ce mercredi 12 août 2026 au Centre international de conférence de Bamako CICB au patronage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, représenté pour la circonstance par le ministre de la Réconciliation nationale, Abdelkarim Sako. Et Ibrahim Koulibaly était pour Cherif la télévision. La voix est proposée par Samira Sanogo. Couplée à la journée internationale de la jeunesse, la semaine nationale de la jeunesse consacre la jeunesse responsable et engagée au service de la patrie. Conformément aux orientations de son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le rôle de la frange juvénile est incontournable dans la construction du Mali courroie et les jeunes du Mali en sont pleinement conscients. C'est ainsi que le président du Conseil national de la jeunesse a réaffirmé la détermination des jeunes maliens pour accompagner les autorités de la transition. Mesurer notre responsabilité exige d'intensifier avec clarté les périls qui guettent notre cohésion. Face à la menace insidieuse de la désinformation, une seule force nouvelle peut ébranler la confiance et devenir une arme destructrice contre l'unité nationale. Devant ces défis contemporains, la jeunesse de notre pays est appelée à un sursaut de conscience. Elle ne saurait être ni une cible passive, ni un relais complice, mais doit incarner une force inébranlable de discernement et de sagesse. Dans ce combat, pour la vérité et la paix, refuse la rumeur et vérifie rigoureusement l'information s'impose désormais comme des actes de patriotisme et d'engagement républicain. Ça nous motive, ça nous galvanise, donc à serrer la ceinture autour de nos plus hautes autorités, donc à soutenir le pays, à penser aux intérêts matériels et moraux du pays d'abord et de la jeunesse et être leur porte-étendard. Et soutenir les plus hautes autorités aussi pour la sécurisation du pays, donc surtout pour la communication, donc et lutter contre la radicalisation et la désinformation. Moi je pense que c'est une mission régalienne de la jeunesse. Nous allons s'y mettre et travailler pour accompagner et soutenir nos plus hautes autorités, donc pour pérenniser et sécuriser le pays. Déjà les autorités nous font confiance, donc c'est à nous maintenant de s'assurer, de s'assumer, donc de faire preuve de rigueur et de courage, surtout de détermination, donc pour pouvoir apporter notre pierre à la construction de l'édifice national. Avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, le ministre de la Jeunesse a félicité celle-ci pour la forte mobilisation à chaque fois que cela est demandé par les plus hautes autorités de la transition. Il a par la même veine exhorté les jeunes à s'investir dans la formation afin de relever les défis d'un avenir meilleur. Ministre d'État, vous qui portez la lourde charge de la réconciliation, sachez que la jeunesse répond à l'appel du président de la transition. Les jeunes s'engagent à être les artisans de la cohésion, les bâtisseurs de ponts entre nos communautés. Avec les outils en main, ils construiront le Mali de demain. À tous les partenaires, nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Et dans le cadre des 3 principes de notre pays, la jeunesse est entièrement à votre disposition pour pouvoir répondre présent par rapport à l'accompagnement des politiques de notre pays. Aux jeunes, mobilisez-vous. Cette semaine est la vôtre. Saisissez chaque opportunité de formation, de rencontre, d'engagement.
En célébrant cette journée et cette semaine, nous ne lançons pas seulement les activités, nous lançons un appel. L'appel à une jeunesse malienne debout, unie et utile pour son pays. Prenant la parole au nom du président de la transition, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé a promis de transmettre fidèlement à son excellence le général d'armée Assimi Goïta le document de contribution des jeunes au processus du Mali courant propulsé par le désormais chef suprême de la jeunesse Assimi Goïta. Je tiens, au nom du président de la transition, à féliciter sincèrement le ministre de la Jeunesse pour le travail abattu. Aujourd'hui, il est aisé de constater que nous avons une jeunesse responsable, une jeunesse engagée et une jeunesse patriotique au regard de l'engagement du premier des jeunes, dont je vais dire le deuxième des jeunes, qui est le ministre de la Jeunesse, puisque c'est le président de la transition lui-même qui est le premier des jeunes. La jeunesse est un symbole d'unité. Voilà pourquoi toutes les composantes de la nation s'articulent autour de la jeunesse pour atteindre les objectifs. Il faut savoir que la réformation qui est actuellement en marche, c'est une réformation prioritairement au profit de la jeunesse. Auparavant, le ministre d'État, ministre de la Réconciliation, avait fait observer une minute de silence en hommage aux victimes civiles et militaires au service de la patrie. Autre journée, celle de l'état civil célébrée les 10 août de chaque année au Mali. Cette édition 9e du genre met l'accent sur la numérisation et la décennie CRES 2026-2036, placée cette année sous le thème modernisation, résilience et numérisation des faits d'état civil. Pour plus de précision, suivons les explications de M. Daouda Kane, maire de la commune rurale de Diogar, au micro de Samira Sanogo et Drabad Mali. Je cite un peu les documents civils de la mairie. Et il y a acte de naissance, il y a acte de mariage, acte de décès, il y a vie collective, il y a indigence, il y a résidence, il y a autorisation parentale, il y a les fiches individualité, et même les certificats de célibataire sans avant. Tout ça, c'est les mairies qui produisent tous ces documents-là. Il y a beaucoup de documents qui sont là qui n'ont même pas de ça aussi. C'est-à-dire l'importance de l'acte de naissance-là. Vraiment, ces journées-là, c'est une journée très très importante. Toute personne a droit à des documents. Ça commence depuis la naissance. La naissance des avant, ça commence depuis là-bas. Donc si tu es né déjà, tu as droit à un document. C'est de l'acte de naissance. Après l'acte de naissance, il y a acte de mariage. Après l'acte de mariage, il y a acte de décès. S'il y a naissance, il y a le mariage, il y a le décès, ça c'est obligatoire. Nous sommes tous là. Un jour, on va partir un à un. Sans les documents, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Chaque personne a droit à des documents. Donc les documents, c'est la mairie, c'est l'État qui a décentralisé et donné à la mairie. Au Mali aussi, aujourd'hui, on a 800 et quelques communes. Les mairies là, tous les mairies sont les mêmes. Même et au tribunal aussi. Si tu as des âges qui est un peu élevés aussi, ou bien tu as perdu ton volet 3 aussi, tu fais des jugements supplémentaires au niveau du tribunal. Le juge est là. Tu vas témoigner avec des personnes qui sont plus âgées que l'intéressé 10 ans. Le juge va faire le jugement supplémentaire pour toi. C'est ça qui est les documents originaux. À part la mairie, les volets 3, sauf le tribunal, sinon personne ne peut délivrer ça. À part la mairie, le second, c'est le tribunal. Donc, l'État, vraiment, on doit remercier nos autorités sur ça. Chaque document a son prix. La naissance, les copies, c'est 100 francs seulement. 100 francs seulement. Voyez? Donc, à la mairie, il ne s'est pas élevé. Il n'a même pas, les documents ne dépassent pas 1000 francs. L'autorisation parentale. Si tu as des avants que tu dois voyager avec ça, et au dehors du pays, tu ne peux jamais sortir avec l'avant sans ces documents-là. Si tu as ces documents-là, tu peux sortir. Si tu n'as pas ça là, tu ne peux jamais sortir. Parce que le trafic d'avant là, ces documents est créé pour ça. C'est lutte contre le trafic d'avant. À la mairie aussi. C'est la mairie que tu vas avec
les pièces du père et la maman plus l'enfant. C'est facile à établir. L'état civil là, il y a beaucoup, on n'a même pas touché de ça. Il y en a beaucoup même. Mais l'essentiel seulement, on a parlé de ça. Sinon, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Si tu as négligé ces documents-là, tu es en train de tuer ta famille. Ta famille seulement. C'est pour tuer. C'est ça. C'est ça. Hein? Donc, tout parent doit lever pour chercher ça. La mairie est là pour ça. On est là pour appuyer les gens sur ça. Voilà donc après le Mali, direction la Côte d'Ivoire, où séjourne présentement le président de la Fête islamique du Mali, guide spirituel des Ansars, son éminence Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara, qui a séjourné également du 9 au 10 août 2026 à Bouaké. Une importante tournée spirituelle a marqué les esprits. Donc dans ce pays, une traversée placée sous les signes de la foi, du partage et de la mémoire, conduite par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Pendant 2 jours, fidèles et responsables de la communauté ont accompli cette étape riche en émotions, entre recueillement sur les traces de l'histoire africaine et grand moment de la communion fraternelle. De Côte d'Ivoire, retrouverons nos envoyés spéciaux, les concerts avec notre correspondant Diakar Diadambele, Amadou Diallo et Bouya Diakeli Koulibaly avec la voix de Moussa Famba. Tout commence le dimanche 9 août à 9 h précises. Depuis la cité de Diéné, la caravane prend la direction du nord-est. Sous une pluie fine qui accompagne le départ. Première escale, Dabadougou. Dans cette localité chargée d'histoire, le guide spirituel des Ansars découvre la nouvelle mosquée du village, un édifice qui témoigne du dynamisme religieux et culturel de la communauté. Mais l'instant le plus marquant reste la visite de l'ancienne mosquée de Samori Touré, un lieu de mémoire où Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara s'est recueilli devant les vestiges liés à cette grande figure de la résistance africaine. Après cette étape historique, la délégation marque une pause à Korogo aux environs de 12h40 avant de reprendre la route à 13h20. À 16 h, le convoi arrive à Bouaké, une arrivée chaleureusement accueillie au siège social de l'Ansardine, où les fidèles se mobilisent pour recevoir le guide spirituel des Ansars et sa délégation. Voilà donc le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansars, qui continue toujours son périple ivoirien. Autre actualité, direction la terre sainte de l'Arabie Saoudite, les pèlerins maliens ayant choisi l'agence Cherif La Voyage pour la Oumra 2026, donc accomplissent actuellement leur rituel sacré en terre sainte à la Mecque. L'édition de la Oumra 2026 bat son plein. Elle est fidèle, encadrée par l'agence du groupe Cherif La Voyage. Vive donc un pèlerinage marqué par la sérénité, comme vous pouvez les apercevoir sur ces images des hébergements aux transports interurbains entre Médine et la Cité Sainte. L'encadrement logistique et religieux est au rendez-vous pour faciliter l'accomplissement des différents rites. Donc voilà, ce sont des images que vous apercevez.
Et sans transition, nous vous proposons les temps forts de l'actualité internationale. Voyons tout cela en plus bref et en images compilées et commentées par Moussa Fomba. Les moyens de régler la crise libyenne et la situation dans la région ont fait l'objet d'une rencontre entre le président de la Chambre des représentants de la Libye, parlement travaillant à l'est du pays, Aguila Saleh, et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, a déclaré le porte-parole du Parlement libyen, Abdullah Bliak. Au cours de la réunion, Saleh a souligné la nécessité de régler la crise libyenne par le biais d'institutions étatiques unificatrices et d'organiser des élections présidentielles et législatives qui exprimeront la volonté du peuple libyen, a déclaré le porte-parole, ajoutant que les partis ont également discuté des relations bilatérales et d'une série d'autres questions d'intérêt mutuel. Le président du Parlement libyen a exprimé son soutien au projet de reconstruction et de développement des villes libyennes qui sont mises en œuvre sous les auspices du Fonds de développement et de reconstruction de la Libye et s'est félicité de la participation des entreprises turques à ces programmes. Les pourparlers entre Saleh et Fidan ont eu lieu à Benghazi après la rencontre du diplomate turc avec le commandant de l'armée nationale libyenne Haftar. Fidan est arrivé en Libye pour une visite officielle de 2 jours. C'est sa première visite à Benghazi. L'Afrique du Sud demande à plusieurs pays africains de participer au remboursement des dépenses engagées pour le retour de dizaines de milliers de leurs ressortissants. Pretoria affirme avoir consacré près de 18 millions de dollars aux opérations de rapatriement. Selon le ministère sud-africain de l'Intérieur, 82 875 personnes avaient été rapatriées volontairement ou expulsées au 6 août. Les dépenses comprennent notamment le transport, l'installation de centres temporaires et les coûts supplémentaires de personnel. Le gouvernement a adressé des demandes de remboursement au Malawi, au Nigeria et à l'Éthiopie. Les autorités sud-africaines expliquent que l'ampleur de ces opérations était imprévue et n'avait pas été suffisamment prise en compte dans le budget. Ces rapatriements interviennent dans un contexte de forte tension autour de l'immigration. Des manifestations contre les migrants en situation irrégulière et des violences visant des ressortissants étrangers ont provoqué des inquiétudes dans plusieurs pays africains. Parallèlement, Pretoria durcit sa politique migratoire. Près de 60 000 personnes en situation irrégulière ont été arrêtées, dont plus de 16 000 au cours du seul mois de juillet, selon les autorités. L'ampleur exacte des départs reste toutefois à discuter. Le gouvernement sud-africain fait état de plus de 82 000 rapatriements et expulsions, tandis que les chiffres communiqués par les pays d'origine portent le total à environ 178 000 personnes. Les États-Unis ont intensifié leur blocus contre Cuba ces derniers mois, affirmant encore le caractère génocidaire de cet isolement en cours, a déclaré l'ambassadeur de Cuba en Russie, Enrique Horta González. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des menaces graves et de plus en plus palpables. Nous restons parfaitement conscients des instruments coercitifs qui visent à saper notre paix, a fait remarquer González lors d'un événement spécial à Moscou commémorant le 100e anniversaire de la naissance de Fidel Castro, chef de la révolution cubaine. L'embargo économique, commercial et financier imposé depuis longtemps par les États-Unis d'une durée de près de 7 décennies ne fait que s'intensifier ces derniers mois, soulignant son caractère génocidaire. L'embargo brutal sur l'énergie a causé de profondes souffrances humanitaires parmi notre peuple. Il a souligné que Cuba répondra à ces défis avec la dignité et la résilience illustrée par ses citoyens courageux. Nous avons appris par Fidel Castro que la liberté, la justice et la dignité sont des principes qui ne peuvent pas être des monnaies d'échange, a affirmé González. L'humanisme des fidèles, l'éthique révolutionnaire, l'intégrité et le sens inébranlable de la justice et l'anti-impérialisme forment le socle de notre détermination. L'Iran envisage de prolonger le conflit armé avec les États-Unis jusqu'à la fin du mandat du président américain Donald Trump, a déclaré mercredi le général de brigade Mohamed Reza Nardi, conseiller du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Nous devons atteindre la dissuasion pour que l'ennemi n'ose jamais nous attaquer afin que nous puissions vivre en sécurité, a déclaré Nardi dans une interview à la chaîne de télévision américaine PBS. Une façon est de prolonger cette guerre jusqu'à ce que nous arrivions au prochain mandat de la présidence et que nous causions l'usure de sorte que si quelqu'un d'autre veut nous attaquer, ils sauront qu'il y a un coup, a-t-il ajouté. L'armée américaine s'est avérée plus faible dans le conflit actuel que ce à quoi Téhéran s'attendait, a déclaré le général de brigade. Plus cette guerre perdure, plus nous acquérons des expériences. Nous n'avions jamais vu une vraie guerre pour acquérir une expérience réelle et apprendre à se battre avec l'Amérique. Au cours de ces 5 mois, nous en avons appris.
Nous avons également vu à quel point l'armée américaine est plus faible que ceux que nous avons perçus, a-t-il déclaré. Le général a ajouté que l'Iran n'avait pas encore atteint son objectif final. Jusqu'à présent, nous sommes victorieux. À l'avenir, nous continuerons à être victorieux, a-t-il déclaré. Selon Naqvi, les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre leur objectif clé de renversement de la direction et de l'éclatement de l'Iran. C'est donc pratiquement la fin de cette édition d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Ne partez pas d'un moment à l'autre. Vous avez rendez-vous avec la version Bamanankan. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Qu'Allah nous assiste.